Je vais faire une vidéo simple où je vais dire des trucs simples. Parce que bordel, le nombre de livres que j'ai dû lire quand une petite fillette de 12 ans a su expliquer en 7 minutes ce que je vais vous exposer. Quoi? Bienvenue à la dernière de Rester débranché. Et dans ce qui était mon chez-moi. Hello darkness, my old friend. Où nous nous amuserons à relever une date. Amusant, oui, car ce n'est pas une date que nous relèverons dans nos manuels scolaires. Non, elle n'y figure pas. Or, au vu de son ampleur, elle mériterait au moins une petite ligne. Prêt à mettre le doigt sur la prise? Tableau. La dette publique, ça te parle? Hein? Oui? Non? 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 Et pourtant... Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail, quand tu vas à l'église ou quand tu paies tes factures. Non, ça ne te parle toujours pas? Non, 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 non. Bien, en 2012, en France, chaque bébé, enfant, adulte, retraité était endetté de presque 30 000 € pour le compte de son pays. Et oui, toi aussi. Et d'ailleurs, tu essaies vainement de rembourser cette dette à travers tes impôts et autres taxes, qui ne fait qu'augmenter. Hein? Quoi? Tu n'as pas le souvenir d'avoir contracté une dette? Tu voudrais savoir qui l'a fait pour toi? Alors laisse-moi te conter une petite histoire. En France, il y a bien plus d'une centaine d'années, il y a entre l'État et les puissances d'argent la Banque de la Nation, la dite Banque centrale, et qui est l'élément le plus influent du système bancaire. La maîtrise de la monnaie, c'est elle, et qui est le prêteur en dernier ressort. Autant vous dire qu'en cas de crise, son rôle est décisif. À côté de ça, elle peut orienter l'épargne, investir sur des grands projets de construction, agir sur la dette et le crédit de chacun. The key of the system monetary and financial. C'est la clé du système monétaire et financier. Je trouvais que ça le faisait bien de le dire comme ça. Maintenant, imaginez quelques instants si ce pouvoir tombait entre de mauvaises mains. Eh bien non, en fait, pas besoin d'imaginer, vu qu'on y est. Question rhétorique. En vous épargnant les ambiguïtés du statut de la Banque centrale française depuis sa création, il fut un temps où cette dernière était au service de l'État. À notre service donc, avec des lois qui n'ont cessé de se multiplier pour que la banque puisse autoriser des avances à l'État. Fallait passer par une convention entre le ministre des Finances et le gouverneur de la Banque de France, et quand on remboursait, c'était sans charge d'intérêt. Pour faire simple, l'État se prêtait le plus souvent à lui-même via sa banque centrale, à taux zéro. On parle alors de monétiser sa dette. Mais ça, c'était avant. Oui, c'est avant parce qu'ensuite on s'est peu à peu tourné vers les marchés, banques privées pour se financer, et ce n'est pas sans conséquence. Allez, passons à la QQF. Question qui fâche. Monsieur, pourquoi avoir commencé par limiter le montant d'emprunt qu'on pouvait se faire à nous-mêmes à taux zéro via la Banque de France pour peu à peu se tourner vers les marchés et pour ensuite totalement renoncer au recours de notre banque centrale? Enfin, je veux dire, des emprunts qui nous revenaient gratuitement pour des emprunts qui nous coûtent des intérêts. La loi du 3 janvier 1973, c'est ça? Écoutez, il est vrai que son article 25 semble interdire au Trésor d'emprunter à sa banque centrale. Cependant, il n'en est rien. Son article 19 prouve que c'est même le contraire, rendant le processus d'emprunt juste un peu plus démocratique. Et pourquoi vous avez dit? Parce qu'il est bien connu que quand la banque centrale est au service de l'État, elle fait trop tourner la planche à billets et injecter trop d'argent dans l'économie, ça crée de l'inflation. Donc monter des prix et des syndicats qui militent pour qu'on augmente les salaires, etc. C'est aussi vis-à-vis de l'euro-dollar qui était clairement une menace. C'est aussi parce qu'il faut l'avouer que le circuit du Trésor, qui était l'ancien système qui a permis les 30 Glorieuses, avait trouvé ses limites, hein, il était devenu archaïque. C'était aussi parce qu'un financement sur les marchés était lié à la volonté d'obtenir des crédits à moindre coût sur un marché plus profond et liquide. Oui, je sais, c'est technique, j'ai fait Sciences Po et l'ENA. En gros, nous sommes passés d'un modèle de financement à un autre parce que c'était tout simplement la mode, voilà. La mode. Ne dites rien. Vous allez me parler de cette courbe de la dette qui monte comme par hasard après 1973, c'est ça? Ben ça, c'est à cause de la fin du système Bretton Woods. C'est aussi à cause d'un système d'imposition de plus en plus inégalitaire. Les recettes fiscales ont chuté. Depuis cette date, oui. En gros, il y a moins d'impôts qui rentrent dans les caisses de l'État. Non, j'allais juste ajouter que désormais, nous empruntons sur les marchés avec intérêt. Et aujourd'hui, la cause principale du montant de notre dette est justement due aux intérêts. En fait, notre dette publique est faite de 2/3 d'intérêt. Et de toute façon, vous ne connaissez rien à cette loi. Et veuillez m'enlever ce foulard. On est dans une école laïque ici.
Je vous vois venir. Là, vous allez me dire le prof caricatural. Surtout la phrase du « on est passé d'un modèle de financement à un autre car c'était la mode ». Alors d'une, le prof est le résumé de ce que la majorité de cette presse tenue par 10 milliardaires nous raconte à ce sujet. De deux, la phrase, elle est de Michel Rocard et il en sait quelque chose le bonhomme. Alors, cette crise de l'euro, la sortie de la crise européenne, en gros, sa théorie, c'est les crises sont cycliques et toutes les mesures que nous prenons aujourd'hui, c'est en attente du début de la relance à venir nécessaire parce que les crises sont cycliques dans le capitalisme. Vous partagez cette forme d'optimisme raisonnable du président Hollande ? Je ne partage pas beaucoup cette vision. Je ne crois pas que les crises soient cycliques. Permettez-moi de rappeler que de 1945 à 1972 ou 13, il n'y a jamais, ça fait près de 30 ans, jamais eu de crise financière. Pas de crise cyclique. On savait faire. On a méthodiquement cassé tous les régulateurs qui empêchaient ça depuis. Rappelons-nous quelque chose. La Banque de France a été créée en 1801 et jusqu'en 1974, ça fait quand même du temps, oui, c'est pas la quotidienneté. Elle finançait l'État sans intérêt. Sans intérêt. Si on était resté là, aujourd'hui, avec tous les emprunts qu'on a fait depuis, puisqu'on l'emprunte tous les ans, la dette publique française serait de 16 ou 17% du produit national brut. Mais en 1974, on a eu une loi stupéfiante, qui s'appelle la loi bancaire, qui a interdit à l'État de se financer sans intérêt auprès de la Banque de France, et qui a obligé notre État, nous faisions comme les Allemands, tout le monde, c'était un peu la mode, c'était une façon de penser. On a obligé les États à aller se financer sur le marché financier privé, à 4 ou 5%. Bien que ça fait beaucoup de raisons invoquées pour une seule loi, vous m'en direz tant, il y a néanmoins un point commun à tous ces articles de presse et autres. C'est cette façon, voulue ou non, de traiter cette loi de manière isolée. Or, en la regardant de manière globale et dans son ensemble, on en saisit un peu mieux les tenants et les aboutissants, à savoir les documents préparatoires qui ont permis à cette loi de voir le jour, tels que le mémorandum de Marjolin de 62, qui donnera par ricochet le rapport Marjolin-Sardin-Wamser de 69, qui sera fondu dans le rapport Werner, des rapports au nom même des personnages clés de l'administration française. Et en parlant de personnages clés, de ce côté, le contexte s'éclaircit encore un peu plus, car autour de cette loi, dans son ensemble, on a un ancien président, ancien directeur de chez Rothschild, un ministre de l'économie et des finances qui ne jure que par les banques, on a des occidentalistes, des atlantistes, des personnes qui ont bossé à la réserve fédérale aux États-Unis, des européistes, tous fils spirituels de Jean Monnet pour la plupart, et d'une francophobie assumée pour beaucoup. Pour faire simple, on a toute une bouillabaisse de personnages clés pour qui la grandeur de la France, c'est du passé. Et c'est entre autres pourquoi ce puzzle, ce modèle qui a été pensé par Monnet déjà en 1945, s'est étrangement mis en place après le départ du général de Gaulle. Ensuite, je vous parlais de cette loi dans son ensemble. Certains vous diront qu'elle a été abrogée en 1994, sans pour autant vous dire que c'est parce qu'elle est rentrée dans le processus de Maastricht, et est actuellement gravée dans le marbre via le traité de Lisbonne. Pour faire simple, cette loi est passée à sa forme européenne, où les fils de cette loi sont à l'échelle européenne, où il est désormais interdit aux banques centrales et à la Banque Centrale Européenne de prêter aux États, pour soi-disant éviter l'inflation par une injection massive de monnaie dans la zone euro et éviter que la monnaie unique, l'euro donc, ne s'effondre. Je vous épargne les trucs techniques du genre que ces arguments ne tiennent pas la route, étant donné que la masse de monnaie augmentait x4 dans la zone euro et qu'il y a bien eu inflation des prix des actifs. Non, on va juste revenir 30 secondes à la monnaie unique qui est l'euro. Car il est bon de savoir que pour que l'euro voie le jour, il était nécessaire de désegmentariser et libéraliser les marchés, mais il fallait avant tout une loi permettant d'ouvrir la voie de l'indépendance de la Banque centrale. Et devinez quelle est cette loi? Car une fois indépendante, la Banque centrale de France allait pouvoir plus facilement déléguer son pouvoir à la Banque centrale européenne, qui elle fédère toutes les banques centrales de l'Union. Et une fois en place, la Banque centrale européenne allait enfin pouvoir distribuer de l'euro. Et bien sûr, l'objectif reste le même, indépendance totale à l'égard du pouvoir politique. Hashtag article 123 du traité de Lisbonne. Enfin, vu que rien ne m'enlèvera ce sentiment profond que j'ai de trouver cette loi incohérente et idiote, malgré toutes les raisons invoquées pour l'adopter, j'ai voulu savoir si la phrase « question idiote, réponse idiote » s'appliquait à une loi, à savoir loi idiote, conséquence idiote. Donc j'ai regardé ses conséquences, et vous me direz ce que vous en pensez. Désormais, au niveau européen, notre système d'endettement se passe de la façon suivante. Quand on emprunte une somme sur les marchés demandent à la Banque Centrale Européenne de lui prêter cette somme, qu'elle nous reprête à son tour avec des taux bien plus élevés. La Grèce en tant que pays devrait de l'argent à l'Allemagne, à l'Angleterre, à l'Union européenne, au Japon. Non, elle doit de l'argent à des banques privées qui lui ont prêté de l'argent à des taux qui peuvent être considérés comme quasiment usuraires, argent que ces banques n'avaient pas, mais qu'elles ont pu prêter en empruntant à des taux très bas
sur des taux, sur de la finance publique mis à leur disposition par les États européens. Vous voulez dire que ce sont les États qui ont financé les banques privées, qui ont refinancé les États derrière? Absolument. Cohérent. Secondo, on parle de moins d'impôts qui rentrent dans les caisses de l'État. Vous avez l'air d'en payer moins, ou de ne pas en payer du tout. Vous allez peut-être mieux saisir après avoir entendu ça. Auparavant, quand on empruntait 100 millions et qu'on remboursait 101 millions, le million d'excédent nous revenait. Quand nous avons décidé de passer par les marchés et qu'on empruntait 100 millions, on remboursait 105 millions et les 5 millions d'excédent nous étaient prélevés. Et étrangement, les personnes riches, les multinationales, les milliardaires, ces personnes qui ont les moyens à travers des holdings familiales, des niches fiscales, de pratiquer l'évasion, la fraude ou l'optimisation fiscale ont vu le jour. Mieux encore, car c'est même, pour fructifier leur argent, le placent sur les marchés. Et essentiellement sur de la dette d'État. Oui, cet argent qu'on emprunte avec intérêt. Vous voyez ces intérêts, qui se comptent en milliards, sont perçus par ces personnes qui nous ont fraudés. Hein? Cohérent? Quoi? Dur de saisir une incohérence. Oxymore. Ça passera peut-être mieux avec les mots d'un autre. Le mécanisme de la dette, il est produit par deux phénomènes. D'un côté, l'essentiel de la création monétaire devient privé et avec intérêt, alors qu'on avait une création monétaire publique et sans intérêt. Et le deuxième phénomène, ce sont les exonérations d'impôts. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, la Cour des comptes a mis en évidence, dans un pays comme la France, qu'il y avait eu 100 milliards d'exonérations fiscales de toute nature au cours, par exemple, des 10 dernières années. Qui bénéficie de ces exonérations fiscales? Les catégories les plus riches. Avec ce revenu supplémentaire, elles vont pouvoir prêter, et notamment prêter aux États. Donc elles payent moins d'impôts, elles gagnent une première fois, et avec ce supplément de revenus, elles vont pouvoir prêter notamment aux États, et elles vont recevoir les intérêts de la dette. Donc elles gagnent deux fois. Les catégories les plus modestes, c'est le contraire, c'est la double peine. Elles ont perdu une première fois parce que moins d'impôts, ça veut dire moins de services publics, moins de transferts sociaux. Elles ont perdu une première fois. Et elles perdent une deuxième fois parce qu'il faut aller payer les intérêts de la dette comme contribuable. Et à ce moment-là, elles payent une deuxième fois. Donc le mécanisme de l'endettement est en fait un mécanisme qui creuse les inégalités. Pour faire simple, on nous fraude 80 milliards. C'est mis sur les marchés, ensuite c'est prêté aux États, donc à la France, et la France rembourse avec intérêt l'argent qu'on lui a volé. Et c'est ça, et là-dessus, bien sûr, on met des intérêts suffisamment forts pour que la dette s'auto-entretienne. Et en fait, c'est ça qu'on appelle les chaînes de la dette. Parce qu'à partir de là, on crée une rente. Et à un moment, la charge de la dette devient tellement importante que pour pouvoir payer cette rente, on est obligé de faire de l'austérité, c'est-à-dire de vous appauvrir. On est obligé d'augmenter les impôts, la TVA, de plus rembourser les médicaments, etc., comme j'ai déjà cité, quoi. Voilà, ce système d'endettement n'a pas juste créé une dette qui s'auto-alimente. Elle s'auto-alimente et ne fait que grossir. Et ce n'est pas sans conséquence. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'argent part aussi vite qu'il n'arrive de vos mains? Vous êtes-vous demandé comment se fait-il que l'on paye un peu plus, mais qu'il y a de moins en moins d'aide? Alors, cette date méritait bien une petite ligne dans le manuel scolaire. Et en parlant de manuel, j'ai lu quelque part que pour régler un problème avec un enfant, il fallait se mettre à son niveau et lui demander si c'était un petit ou un gros problème. Alors, enfant de la France, est-ce un petit ou un gros problème? Et toi, connaissais-tu la loi du 3 janvier 1973, celle qui ouvrira la voie vers l'indépendance de la Banque centrale, dont on connaît les effets aujourd'hui, dont on connaît les conséquences aujourd'hui? C'est là ta dernière chance. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Alors débrancheur, comment j'étais? Je t'avais dit que personne n'allait me reconnaître sur mon masque. Eh ouais, je peux facilement jouer ton rôle. En même temps, tu me le devais bien. Tu m'avais même pas invité pour ton prochain projet, petit coquin.